Moi, je suis Amin Naïdaoud, cofondateur et directeur général de la société 570 Asset Management, plus connue sous le nom de 570 Easy, étant le nom commercial de la société. Nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement de concevoir des solutions financières conformes à l'éthique musulmane et ensuite de les proposer donc, sur le marché. En l'occurrence en France et depuis peu ou sous peu à l'échelle européenne. Donc, passé cela, donc moi je suis venu ici pour vous parler un petit peu de finances islamiques. Il y aura deux volets principalement et puis après il y aura une partie un peu questions-réponses. Un premier volet où on va parler de finances islamiques et découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Et puis un second volet qui sera plutôt d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce qui se fait, quels sont les métiers dans ce domaine-là, à quoi ressemble aujourd'hui l'industrie, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et puis donc après ça, on laissera un petit peu de temps pour les questions-réponses. On va même d'ailleurs essayer de laisser pas mal de temps pour les questions-réponses parce que voilà, les attentes sont diverses et donc on va essayer de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible. On va aussi essayer de faire ça de manière un peu interactive. Est-ce que si je parle sans micro, tout le monde entend ou pas? Moins bien, hein, ouais. Mais ça fait longtemps. On va alterner. Ok, donc alors la finance islamique, dans la terminologie, déjà finance islamique, même si on n'aime pas trop cette terminologie parce qu'en réalité elle est importée du monde anglo-saxon dans laquelle elle s'est d'abord développée. Du coup, c'est Islamic Finance, donc on dit finance islamique parce que voilà, Islamic Finance en anglais, en français ça fait finance islamique, mais c'est une terminologie que vraiment on n'aime pas beaucoup parce que c'est un petit peu, on est français donc c'est un peu gros quoi, finance islamique. Dans le monde anglo-saxon, on parle comme ça sans problème, on utilise des mots, on ne fait pas trop attention à ce qu'on met derrière. L'important c'est qu'est-ce qu'il va avoir après, quel business on va pouvoir faire. En France et en Europe de manière générale, on aime un petit peu moins cette approche un peu trop directe. Donc nous aussi, hein, on est français, donc on n'aime pas trop cette approche un peu trop directe. Mais malheureusement, quand on tape sur Google, ce qu'on tape en premier, c'est ça. Donc on est obligé de mettre systématiquement cet intitulé. Bon, on va au moins s'en servir pour une chose, c'est commencer par les définitions. Donc dans finance islamique, il y a finance et il y a islamique. Super. La finance, ça veut dire quoi en fait? En quelques mots, de manière très simple. La plupart ici, vous êtes tous des financiers, hein? C'est ça? Non? Non? Vous faites quoi? Ah, dans l'informatique. Ok. Oui? Juriste. Mais vous avez un peu l'oreille quand même. Finance. Ok. Vous avez fait un peu d'économie, un peu de finance, au moins une introduction. Cette année? On va tester alors, voir si c'est... Ok. Très bien. Donc, je vais vous poser une question très simple, très basique. Ça veut dire quoi, finance? Si vous deviez expliquer à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que c'est la finance? Imaginez-vous dans quelques années, vos enfants, ah papa, maman, je travaille dans la finance. Ça veut dire quoi en fait? Tu fais quoi concrètement? Vous répondez quoi? C'est à main levée, sinon j'interroge. Hein. Le crédit? Ouais, mais moi j'ai 10 ans, crédit. C'est quoi le crédit? Je joue avec l'argent. Ouais. Moi aussi, je joue avec l'argent, avec mes jouets. Hein? Il y a autre chose? Peut-être une définition un peu plus académique sur le plan économique. Dans la théorie économique, on aime bien utiliser des termes. C'est dingue, hein, vous êtes en 3e année, 4e année, 5e année, vous ne savez pas définir la finance. Mais bon, je vous rassure, j'ai été confronté au même problème il n'y a pas si longtemps que ça, quand on m'a demandé d'expliquer justement à des enfants qu'est-ce que c'était que la finance islamique. Donc avant de dire finance islamique, il fallait parler de finance. Et là, tu te dis, mince, mais ouais, en fait, c'est pas si évident que ça à expliquer, de manière simple. Parfois, c'est peut-être un peu fait exprès aussi, qu'on ne puisse pas tous comprendre simplement. On va tous foncer dans l'industrie, travailler pour alimenter cette industrie, et on ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement au quotidien. On répond à quels besoins dans le monde. Et je vous fais pas je suis pas candidat au présidentiel. Hein. La finance, ça veut dire quoi? Oui? Recherche de moyen de financement, on se rapproche. Qui recherche un moyen de financement? Je vais vous aider un petit peu.
J'aime bien ce terme, agent, ouais, agent économique. Dans l'économie, c'est simple, hein. Il y a ceux qui ont de l'argent et il y a ceux qui en ont besoin. C'est ça, non? Il y a des agents économiques qui ont une capacité de financement et des agents économiques qui ont un besoin de financement. Très bien. Donc la finance, elle est là pour faire quoi? Voilà. Pour organiser en fait la manière dont ces agents-là vont travailler entre eux. Parce que lui, il a. Moi, j'ai besoin. Ok, mais comment on travaille ensemble concrètement? Est-ce que je lui vole? Est-ce qu'il me les prête? Est-ce qu'il me les donne? Est-ce qu'il s'associe avec moi? Est-ce qu'il me les prête avec des intérêts? Est-ce que... voilà, c'est quoi le deal? Ok. Donc la finance, son premier rôle, c'est tout simplement d'organiser la rencontre entre les agents économiques à besoin de financement et les agents économiques à capacité de financement. Très bien. Maintenant, avant de passer au terme islamique, donc le moteur du système financier, tel qu'on le connaît, le système capitaliste, il est basé sur quoi? Comment ils vont travailler ensemble, ces deux-là là? Il y a celui qui a l'argent, allez, vous connaissez Picsou, c'est pas de votre génération? Ouais. Ok, donc il y a Picsou. Et à côté de ça, il y a moi, par exemple. J'ai besoin d'argent pour me développer. Je veux acheter une maison, une voiture, je veux financer une entreprise, etc. Donc je vais voir Picsou. Et là, ok, comment on fait? Il faut fixer les règles. C'est quoi les règles du jeu? Du système financier capitaliste, du système classique qu'on connaît tous. On prête à taux d'intérêt. Très bien, donc on prête avec des intérêts. Ça, c'est le principe de base. Mais ça, c'est la solution. Mais la solution, elle répond à un problème. Le problème, c'est celui de qui? On cherche à résoudre le problème de qui? De Picsou ou de celui qui a besoin d'argent? Solvabilité. Non, avant d'aller, là on rentre dans la technique. Avant, ouais. Donc ça, c'est un problème de qui, ça? De Picsou ou de celui qui a besoin d'argent? De Picsou. Donc Picsou, il se dit, ok, il faut que je travaille avec lui. J'ai dit, il faut que je travaille avec lui. Pourquoi j'ai dit, il faut que? Picsou, il pourrait très bien dire, moi je garde mon argent. Je vais faire mon petit plongeon dans ma piscine tous les jours, vérifier que tout se passe bien, de temps en temps prendre un petit billet, consommer, et la vie est belle. Est-ce qu'il peut faire ça? Là, on revient encore à la théorie économique. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que c'est un système viable? Non. Pourquoi? C'est de l'argent qui dort et qui ne fonctionne pas. Oui. Ok, mais lui, il peut dire, moi je m'en fiche, il dort. Moi, ça me suffit, parce que tous les jours, je vais prendre mon petit billet, je vais consommer. Jusqu'à ma mort, je serai riche et je serai tranquille. Mais est-ce que c'est viable d'un point de vue de l'économie? Pourquoi? Pourquoi? À main levée? Oui? Très bien. L'argent, il est fait pour circuler dans l'économie. S'il ne circule pas, si quelqu'un le bloque, qu'est-ce qui va se passer? Là, l'économie ne tourne pas. Si l'économie ne tourne pas, qu'est-ce qui se passe? Lui, à la rigueur, il a son argent, il peut consommer, et encore. Mais ceux qui en ont besoin, à un moment donné, ils vont dire Picsou, toc, toc, toc. Oh, il faut bouger là. On a besoin de cet argent là. Comment on fait? Non, non, les gars, non, ça va, merci, ça ne m'intéresse pas. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça commence à toquer fort. Très, très fort. Jusqu'au jour où peut-être on va monter sur le château de Picsou, faire ce qu'il faut et puis prendre cet argent. Ça s'appelle des guerres civiles, des guerres mondiales, ce que vous voulez. Ok? C'est tout simplement pas possible de bloquer la circulation de l'argent dans l'économie. Parce que même Picsou, pour lui, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il puisse consommer. Pour qu'il puisse consommer, il faut qu'il y ait de la production. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de commerce, où est-ce qu'il va acheter? D'accord? Donc il faut que ça tourne. Il le sait. Picsou, il est malin. Il le sait qu'il faut que son argent il tourne. Donc, il est obligé de mettre son argent dans l'économie. Mais avant de le faire, il se dit, ok, je vais le faire à une condition. Ou deux conditions. C'est quoi les conditions? Ouais, donc que je gagne de l'argent. Et deuxièmement, m'assurer de, donc en d'autres termes, ne pas perdre d'argent. Donc premièrement, je ne veux rien perdre. Deuxièmement, tant qu'à faire, si je peux gagner un peu, c'est bien aussi. Ok? Ça, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc Picsou regarde, ok, il faut que je gagne et il faut jamais que je perde. Et il faut que je trouve une règle du jeu qui va me garantir ça, de ne jamais perdre, de toujours gagner. C'est quoi la règle de base? C'est l'intérêt. Ok?
Je prête, je ne prends aucun risque sur l'activité. Aucun risque sur l'activité, c'est une créance, il n'y a rien de plus. Je facture des intérêts, une charge d'intérêt, donc je gagne, et je ne prends aucun risque. C'est vrai ça, je ne prends aucun risque quand je prête sans intérêt? Risque de non-remboursement, ça s'appelle comment ça en finance? Risque de défaut? Ouais. Et la famille plus générale du risque de défaut, c'est le risque de crédit. Le risque de crédit. Il pourrait ne pas me rembourser. Ok, mais pour ça, on a une solution simple. Picsou, il n'est pas si bête que ça. Il ne va pas prêter à tout le monde, Picsou. Il prête à qui? Parce qu'on a dit agent économique a besoin de financement. Qui dit agent économique a besoin de financement, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi qui ai mon petit boulot, qui gagne un petit peu, mais pas trop, etc. Et est-ce que ça veut dire aussi celui qui fait la manche en bas de la tour? Est-ce que tous les deux, on est des agents économiques à besoin de financement? Oui, mais il y a des degrés, n'est-ce pas? Ok, lui, il n'est pas solvable. Ok, lui, personne ne va lui prêter. Quand lui, il va à la banque, on va lui prêter ou pas? Ben non, jamais de la vie. Ok, moi, j'y vais. Je ne suis pas riche, moi, je ne suis pas Picsou. Mais voilà, j'ai une petite voiture, j'ai un petit truc. Bon, je vais à la banque, ils vont me prêter. N'est-ce pas? Donc, Picsou, il ne prête pas à n'importe qui. Il n'est pas fou non plus. Ok? Donc, quand il prête, pour être sûr de gagner de l'argent, il facture des intérêts. Pour être sûr de ne pas en perdre, premièrement, il ne prend aucun risque sur l'activité sous-jacente, c'est-à-dire qu'il va juste prêter, c'est une créance. Et deuxièmement, il va s'assurer que la personne est solvable. Et comment il s'assure que la personne est solvable? Comment? Comment on s'assure que notre emprunteur il est solvable, notre créancier? En prenant des garanties. En prenant des garanties. En prenant des garanties. Donc il faut qu'il en ait des garanties. Donc c'est ce que je disais juste avant. On ne prête pas à celui qui fait la manche en bas. On prête à celui qui a déjà un minimum. Parce que c'est simple, dans le monde, il y a les 10% qui sont les Picsou. Il y a, enfin c'est pas péjoratif, hein, ceux qui ont le capital, ok. Les agents économiques à capacité de financement. Il y a ensuite 80%, ou je ne sais pas, 70%, je n'ai pas les statistiques mondiales de la répartition de la richesse dans le monde. Il y a 60, 70%, je ne sais pas. La grande partie là, c'est qui? C'est vous et moi. Enfin bon, je ne vous connais pas, peut-être qu'il y a des plus qu'ici, mais... Donc ceux-là, ils ont un petit quelque chose. Ils ont une voiture, ils ont une petite maison, ils ont un petit quelque chose. Donc eux, on peut leur prêter. Parce que s'ils ne remboursent pas, on va leur prendre leur voiture. On va leur prendre leur maison. Donc on leur prête que quand on est sûr qu'on aura notre argent derrière. N'est-ce pas? Ok. Là, ça marche ou pas si on ne prête pas à celui qui fait la manche en bas? Lui, au final, Picsou, il ne lui prêtera jamais. Ça marche? L'économie, elle peut tourner quand même ou pas? Oui, elle peut tourner. Bon, ils ne sont pas nombreux. Bah, c'est pas grave. Tu vois. Il meurt, il ne mange pas. C'est pas mon problème. Lui, il veut se manifester. Il va venir se manifester. Il va crier « Oh là là, les gars !» Il va passer à la télé. Un jour, il y a quelqu'un qui va réussir à le filmer devant un candidat au présidentiel. Il va dire « Ouais, c'est pas sympa, on dort dans la rue et tout. » Il va dire « Ouais, je vous ai compris, je ferai tout ce qu'il faut quand je serai élu. » Et puis on passe à autre chose. Ok, ça va continuer comme ça. Dans le monde, c'est pareil. C'est pas grave. L'important, c'est quoi? C'est qu'ils ne soient pas trop nombreux. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Parce que s'ils sont trop nombreux, un jour ou l'autre, ils vont se rebeller. D'accord? Tant qu'ils ne sont pas trop nombreux, pas de souci, on ne s'occupe pas d'eux. Donc ce qui nous importe, c'est qu'on gagne, on ne perd pas. Et pour ça, comment on fait? Le prêt à intérêt. Et on ne prête pas à n'importe qui, on prête à celui qui a des garanties. Comme ça, maintenant, ça y est, on a trouvé la solution. Hein. On lance le deal, c'est parti. Picsou, il me prête 10 000 euros. J'ai une voiture qui coûte 10 000 euros, donc il la prend en garantie. Si tu ne me rembourses pas, je prends ta voiture. OK? 12 000 la voiture, hein? Pas 10 000, parce qu'il va me facturer des intérêts de 2 000 euros. Donc il faut qu'il s'assure que j'ai une voiture qui coûte 12 000 ou autre chose qu'une voiture. Très bien, il me prête les 10 000. Moi, je prends les 10 000, je vais travailler avec ça, je monte ma petite affaire. Et là, scénario 1, vous faites tous des business plans, hein, des prévisionnels, etc. Donc scénario pessimiste, scénario catastrophe, hécatombe. Qu'est-ce qui se passe? Mon business, il se plante complètement. Je perds tout. Je me retrouve avec 0. Bon, je ne peux pas rembourser. Picsou, il fait quoi? Merci pour la voiture. Je vends la voiture sur le marché. Je récupère mes 12 000 euros. Qu'est-ce qui lui arrive à celui qui a emprunté? Enfin, moi, en l'occurrence, il m'arrive quoi, là? J'ai plus rien. J'ai plus de voiture. Ma situation, elle est pire qu'avant. Pire que
avant de signer le contrat. OK. Deuxième scénario, scénario optimiste. J'ai emprunté 10 000 et avec ça, je me fais 100 000. Magnifique. Je viens, je vais voir Picsou, je lui dis tiens, tes 10 000, merci beaucoup. Avec les 2 000 d'intérêt, il me reste combien? 88 000. Maintenant, vous pouvez m'appeler Picsou, moi aussi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai ces 88 000? Je vais faire comme Picsou. À mon tour, je vais prêter à ceux qui en ont besoin avec des garanties. Donc, je suis passé dans le clan de ceux qui ont l'argent. Très bien. Donc, on voit là, avec des exemples très basiques, très simples, hein, on voit grosso modo l'intérêt, qu'est-ce que ça fait, le système financier basé sur l'intérêt. Premièrement, il fait quoi? Il produit des inégalités. C'est une machine à produire des inégalités. Pourquoi? Parce que si ça marche, Picsou il gagne, l'autre il gagne. Si ça perd, Picsou il gagne, l'autre il perd. Donc en fait, Picsou il gagne tout le temps. Et l'autre, tantôt il gagne, c'est top. Tantôt il perd, c'est encore pire que sa situation initiale. Potentiellement, il va même rejoindre, il va se retrouver en bas à faire la manche. Et vous avez tous vu des reportages, je me suis endetté jusqu'au cou, mon affaire n'a pas fonctionné, et maintenant je suis à la rue. Vous avez tous vu ces reportages-là. Très bien. Maintenant, deuxième problème avec l'intérêt. Donc là, il y a des financiers qui sont en master, en M1, en M2. J'en ai vu tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit M1. Il y a des financiers qui sont en M1 ou en M2 ici? OK. OK. Donc l'autre problème, je vais vous poser une question aussi. Là, il va falloir que ça tourne. Si je vous dis, quel est le rapport entre... Vous savez, il y a des choses pas sympas qui se passent dans le monde, et puis quand on les voit à la télé, ça nous fait un peu de peine et tout, on se dit, c'est pas cool. Il y a des espèces animales qui sont en voie de disparition, le réchauffement climatique, des enfants qu'on fait travailler dans certains pays en voie de développement, etc. Et quand on voit tout ça, on se dit, purée, c'est pas cool. Quel est le lien entre ça et l'intérêt? Ah purée, la question piège. Ça, normalement, c'est la dernière question à qui veut gagner des millions. À main levée, s'il vous plaît. Vous êtes déjà intervenu, hein, mais c'est pas grave, comme vous avez commencé, on va vous... Et après, ce sera là-bas. Vous parlez Oui. de pays en développement. Oui. Moi, je vois un lien avec intérêt. C'est quoi? C'est qu'en général, c'est les pays en développement qui ont besoin de financement et que qui dit financement, qui dit intérêt. D'accord. C'était vous qui avez levé la main? Désolé, je suis un peu... Sans les lunettes, c'est très approximatif. Donc, On est sur la bonne voie. Faire travailler des enfants, ça coûte moins cher. Et le rapport avec la planète qu'on tue, et les animaux qu'on tue, et les déchets qu'on retraite pas, etc. Mais c'est dans le même esprit. Hein. Donc allez jusqu'au bout, allez-y. Pourquoi on pollue la Terre et on ne traite pas les déchets? Qui est-ce qui pollue la Terre? C'est les multinationales industrielles. Ok, pourquoi elles ne traitent pas les déchets? Parce que ça coûte cher. Pourquoi on fait travailler un enfant? Ça coûte pas cher. Ok. Vu que l'intérêt, pour les pays en besoin de financement, c'est de l'argent qui sort. Et que du coup, cet argent, c'est pas de l'argent qu'on va investir dans l'éducation ou ces choses-là. Du coup, ça va coûter beaucoup moins cher de ne pas traiter les déchets, etc. En gros, ça se compense entre l'intérêt et cette... je sais pas trop comment m'exprimer, mais je sais pas si vous voyez l'idée. Non. Il ne faut pas me mettre mal à l'aise comme ça. Je ne sais pas à quoi répondre. Non. Mais là, on n'était pas loin en fait. Il faut juste reboucler la boucle. Là, vous avez commencé. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Pourquoi on fait travailler des enfants? Ça coûte pas cher. Pourquoi on ne traite pas les déchets? Parce que ça coûte de l'argent. Donc là, à chaque fois, on est dans une logique de quoi? Il faut minimiser les coûts. Et pourquoi on veut minimiser les coûts? Pour maximiser le profit. Ok. Et maximiser le profit jusqu'à où? Jusqu'à combien? Tout à l'heure, j'ai parlé d'intérêt. Donc les financiers, là. Comment? Je n'ai pas entendu. C'est vous qui avez parlé? Non, c'est monsieur? Il n'y a pas de limite.
Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la limite basse. Parce que pourquoi ils cherchent le profit? Moi, je m'appelle telle ou telle grande marque qui fait produire mes baskets en Indonésie par des enfants. Ok, pourquoi je fais ça pour satisfaire qui? Le profit, il est pour qui? Pour les investisseurs. Oui, les dirigeants, il a son bonus, ok. Mais c'est pour les actionnaires. Ok, et pourquoi l'actionnaire, il veut autant de profit? Pourquoi? C'est quoi le lien avec l'intérêt? Parce que sky is the limit, on est d'accord, ça. On peut demander autant de profit que, voilà, allez, je veux 2000% de profit, ok. Le lien, c'est le risque. Je prends un risque, donc je veux un intérêt pour couvrir mon risque. Je veux un intérêt. Pour couvrir mon risque. Alors, comme vous avez bien commencé, je vous autorise une deuxième chance pour refaire la fin. Je ne veux pas un intérêt pour couvrir mon risque. Je veux quoi? En fait, là, vous êtes dans le mille. Là, c'est comme quand on dit quand on joue avec les enfants, tu chauffes, tu brûles. Là. On lui dit tu brûles et en fait, il perd ses repères et alors qu'il est en face, il n'arrive plus à trouver. Bah, alors, l'argent qui sort de trésor. Non, non, non. Oui. Non, non, non. C'est quoi la règle de base en finance? La règle de base, c'est le couple rendement, risque. Et il faut tout analyser comme ça. Vous êtes des financiers. Hein. Tout s'analyse comme ça. Tout rentre dans ce schéma-là. Rendement, risque. Tout rentre là-dedans. Donc là, c'est quoi le souci avec l'intérêt et avec tout ce qu'on a dit avant? Pourquoi on cherche beaucoup de profit? Parce que le risque, il est élevé. Ok, quand je suis actionnaire de telle ou telle multinationale, je prends plus de risques ou moins de risques que quand je prête avec des intérêts? L'intérêt, par définition, c'est le risque. C'est combien le niveau de risque? C'est le risque combien? Ah non, c'est pas possible, il faut que vous me présentiez votre prof de finance. C'est le risque zéro. Le risque zéro, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le taux sans risque. Le taux sans risque, bah, l'intérêt, c'est le taux sans risque. C'est ce que je gagne quand je prends zéro risque. Si je prends zéro risque, je gagne quoi? Je gagne le taux d'intérêt. Ok. Donc maintenant, moi, je suis Picsou. Là, je peux placer ça avec zéro risque et je gagne X%. X%, c'est quoi le taux d'intérêt en vigueur? Imaginons, allez, 3%. Je peux gagner 3% sans risque. Vous venez me voir, je suis telle super multinationale. Picsou, tu veux pas investir avec moi dans ma boîte, devenir actionnaire? Je vais lui dire quoi, moi, Picsou? Je vais lui répondre quoi? Un actionnaire, il demande quoi quand on lui propose d'investir dans un projet? Et il demande, c'est combien le rendement? C'est combien le rendement? Tu me proposes combien? 8, 4, 5, 5, va dormir. 6, va dormir. 8, va dormir. Pourquoi? Parce que sans risque, j'ai 3 ou 4. Mais tu me proposes 5 avec des risques. Mais je te dis, va dormir. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu ne compenses pas la prise de risque que je prends en investissant avec toi. Donc pour compenser la prise de risque, il faut donner combien? Ok, 2 chiffres minimum. En dessous, ce n'est pas la peine de discuter. 10, 11, 12, 15. Là, on peut discuter. Mais moi, je produis des baskets, 10, 12, 15, c'est chaud pour moi. Donc comment je fais pour ramener 10, 12, 15? Bah, au lieu de faire travailler un adulte, je fais travailler un enfant. Ah, ça coûte moins cher. Ah. Quand je suis un industriel, je fais les déchets, oh allez, pas grave. On n'a rien vu, c'est bon, ça passe. Oui ou non? Okay. C'est aussi simple que ça. L'intérêt, le deuxième problème avec le fait que ça crée les injustices, le deuxième problème c'est quoi? C'est que c'est un benchmark. C'est un taux de référence. Si on dit sans prendre aucun risque, j'ai 3 ou 4, bah si vous voulez que je prenne des risques, il faut me donner beaucoup plus. Mais est-ce que la planète, la Terre, est capable de produire 15% de croissance annuelle? Non. Tout le monde le sait. Toutes les études que vous pouvez trouver d'économistes renommés vous disent que ce n'est pas possible. Et les extrémistes de ces théories-là, mais bon ça, on ne va pas s'attarder sur ça, c'est les adeptes de la croissance zéro. Pour que le monde fonctionne bien et qu'on ne pollue pas et qu'on ne fasse pas travailler d'enfants, il faudrait avoir une croissance à zéro. Ça, c'est un peu abusé. Il faut toujours des extrêmes dans la vie pour retrouver un équilibre. Mais l'équilibre, c'est quoi? La Terre, quand on sème, ça pousse. Okay, la nature, elle est prête à faire de la croissance. Ça, c'est naturel. Mais une croissance raisonnée, raisonnable.
Donc le problème de l'intérêt, c'est qu'il fixe une barrière. Il dit, il faut donner beaucoup, beaucoup trop de rendement. Très bien. Ça, c'est l'un des points majeurs dans la finance islamique. Donc la finance islamique, c'est quoi? C'est tout simplement une finance, un système financier qui a vocation à, de la même manière, organiser la rencontre entre les agents économiques à besoin de financement et les agents économiques à capacité de financement. Mais celui qui fixe les règles, ce n'est pas celui qui a l'argent. C'est qui? Si ce n'est pas celui qui a l'argent, c'est celui qui en a besoin? Non, non, ce n'est pas lui non plus. Par définition, si c'est lui qui le fait, il va fixer des règles qui l'arrangent lui. Si c'est celui qui a, il va fixer des règles qui l'arrangent lui. Donc les règles dans la finance islamique sont tout simplement dictées par l'islam, d'accord, par la religion musulmane. Et donc, en tout cas dans la croyance musulmane, elles sont fixées par Dieu. Dieu qui a créé l'homme et qui a doté l'homme, d'accord, parce que l'islam, enfin le musulman croit, quand je dis croit, c'est conviction, hein. Le musulman croit que l'être humain a des dotations. Quand vous êtes né, quand on est riche, on est pauvre. Okay, la plupart des gens qui sont riches ou qui sont pauvres, ils n'ont pas travaillé dur pour devenir riches. Ou ils n'ont pas assez travaillé à l'école, donc ils sont devenus pauvres. Ça, c'est juste ce qu'on nous dit pour nous calmer. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Statistiquement, là encore, je vous renvoie à plein d'études économiques que vous pourrez trouver très facilement. En général, celui qui naît dans une famille avec un patrimoine qui dépasse les millions, les milliards, c'est rare qu'il finisse pauvre. C'est rare, la probabilité est très faible. Et celui qui naît au milieu de l'Afrique, dans un village où il n'y a rien et qu'ils ont à peine de quoi manger, c'est statistiquement aussi assez rare qu'il se retrouve milliardaire à la fin de sa vie. Donc l'islam considère qu'il y a des dotations, d'accord, qui sont le décret divin. Dieu décide que j'ai créé un tel avec ça et un tel sans. Et là, on dira, mais mince, mais oui, mais c'est injuste. C'est injuste. D'accord. Sauf qu'en fait, il y a deux dimensions dans la croyance, qu'elle soit musulmane ou de manière générale, qu'elle soit en tout cas monothéiste. C'est que l'être humain, il vit sur Terre et puis il vit après, dans l'au-delà. Donc forcément, cette justice ou injustice, elle doit s'analyser au regard de ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Parce que sinon, si on s'arrête à la vie ici-bas, on va dire, ouais, c'est pas juste, lui il est riche, lui il est pauvre, lui il est beau, lui il est moche, c'est pas cool. Il n'a rien demandé, il n'a rien fait, il est né, il est beau. L'autre, il est né, il est moche, il n'a rien fait. Okay, il a travaillé dur pour être beau. Non, oui, il peut faire un peu de muscu et tout, mais ça ne va pas changer son voilà, enfin, ok. Donc à partir de là, on considère qu'il y a des dotations de départ, et puis ensuite, il y a des règles. Il y a des règles qui sont fixées pour que ces dotations de départ ne puissent jamais engendrer d'injustice entre les hommes. D'accord? Puisque par défaut, comme je disais juste avant, on parlait d'intérêt. Donc je vais citer la première règle pour que vous compreniez un peu le pourquoi du comment et comment cette belle théorie que je viens d'énoncer, elle se traduit concrètement dans les règles de la finance islamique. Dans l'islam, la pratique de l'intérêt, et c'est d'ailleurs la même chose dans les grandes religions monothéistes, les trois religions monothéistes, après ça a été traduit et pratiqué, on va dire, différemment dans l'histoire. Donc les trois religions monothéistes considèrent que la pratique de l'intérêt est interdite. Ça, c'est le premier point. Et j'ai cité les méfaits juste avant. Autre point. Donc déjà, s'il n'y a pas d'intérêt, forcément, ça veut dire quoi? Ceux qui vont devoir travailler ensemble, celui qui a et celui qui a besoin, ils vont devoir trouver d'autres moyens de travailler ensemble, d'autres règles. Et notamment, le fait de prendre part au risque du projet. D'accord? Dans la finance islamique, systématiquement, celui qui souhaite gagner de l'argent, donc celui qui en a et qui souhaite en gagner, ça c'est humain. D'accord? L'islam n'interdit pas de gagner de l'argent ou de vouloir gagner de l'argent. Ce n'est pas quelque chose de mal dans la religion musulmane de vouloir gagner de l'argent. D'accord? Simplement, il y a des manières de le faire. Il y a des manières qui sont respectueuses de l'homme, qui sont respectueuses de la nature, qui sont respectueuses de la terre, etc., etc. Donc, je disais interdiction de l'intérêt. Donc, on revient à Picsou. Imaginez que Picsou, il est devenu musulman. Okay? Maintenant, il dit, moi, il faut que j'applique les règles de la finance islamique. Donc, premièrement, je ne peux pas pratiquer l'intérêt. Donc, je suis devant la personne qui me demande de l'argent, je ne peux pas lui prêter avec des intérêts.
Je vais devoir trouver une modalité pour travailler avec lui. Et cette modalité, quelle qu'elle soit, elle impliquera que je prenne un risque. D'accord? Deuxièmement, là, il pourrait dire, OK, moi, c'est pas cool votre truc là. Interdire l'intérêt, c'est pas cool. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout simplement ne pas mettre mon argent dans l'économie. Et là, tout à l'heure, on a dit quoi? À long terme, c'est pas viable. Mais en islam, c'est pas que à long terme que c'est pas viable. C'est même à court terme, à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'en islam, tout capital qui est thésaurisé, tout capital qui est mis de côté, comme Picsou avec sa piscine, tous les ans, le musulman doit payer 2,5% de ce capital en aumône. D'accord? C'est une aumône obligatoire pour tout musulman. Chaque année, il doit sortir 2,5% de son argent et les donner à des nécessiteux. Ok? Donc si on reprend la logique de tout à l'heure, avec qu'est-ce qu'on doit donner à un investisseur? Lui, quand il laisse dormir son argent, qu'est-ce qui lui arrive? Picsou musulman, quand il laisse dormir son argent, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd de l'argent. Donc même à court terme, même à moyen terme, c'est un problème pour lui. Chaque année, 2,5, 2,5, 2,5. Vous rajoutez à ça un peu d'inflation, ok? Et vous faites un petit calcul mathématique très simple, et vous constaterez qu'il suffit de une trentaine d'années, 25-30 ans, pour que son capital il soit réduit à néant. D'accord? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une incitation claire à investir. Il n'a pas d'autre choix que d'investir. Puisque s'il laisse dormir son argent, dans 25-30 ans, il n'aura plus rien. Et regardez comme le calcul il est précis. Parce que 25-30 ans, bah, c'est plus ou moins la partie d'une vie active. Donc en gros, bah, s'il fait le malin et qu'il dit non, moi je veux garder ça pour moi, je ne veux pas faire circuler l'argent dans l'économie, je ne veux pas donner une chance à ceux qui ont besoin pour se développer, je veux rester moi dans ma case, bah, un jour ou l'autre ça ne marchera pas, il n'aura plus rien. D'accord? Donc ça c'est la première des choses à bien comprendre. Et puis ensuite, il y a quelques autres règles de base. Donc pour résumer ce que je viens de dire, la finance islamique c'est quoi? C'est avant tout une incitation à faire circuler l'argent dans l'économie, premièrement. Deuxièmement, à le faire de manière participative. Participative, il faut bien retenir ce terme. C'est-à-dire que quand j'investis, je prends des risques. Si j'espère gagner de l'argent, je dois accepter de prendre le risque d'en perdre. Si je souhaite gagner de l'argent, je dois accepter le risque de perdre. Je ne peux pas gagner à tous les coups, ce n'est pas possible. D'accord? Même si on espère gagner à tous les coups. Quand j'investis dans la société A, société B, société C, je le fais avec un système participatif. Par exemple, je deviens actionnaire. D'accord? Je peux gagner comme je peux perdre. Moi, j'espère gagner à chaque fois, mais je pourrais aussi perdre à chaque fois. D'accord? Et ce faisant, comment est-ce que la situation de l'emprunteur, cette fois-ci, ou en tout cas de celui qui a besoin de financement, comment elle change? Elle change parce qu'il a des capitaux qui arrivent de l'investisseur, il peut essayer de travailler, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a perdu tous les deux. L'investisseur, il accepte de perdre avec le porteur de projet. Et à ce moment-là, celui qui avait porté le projet, bon, bah, ça n'a pas marché, pas grave, je réessayerai une autre fois. Mais on ne va pas venir me dépouiller de tout ce que j'ai. D'accord? Autre règle de base également, c'est le fait que toute transaction dans la finance islamique, elle doit reposer sur un actif tangible, sur un actif réel. D'accord? On ne peut pas, en finance islamique, vous connaissez un peu les produits dérivés? Ouais? Ok. Les produits dérivés, c'est ce qui fait que, grosso modo, aujourd'hui, vous avez le produit intérieur, le PIB mondial, il est de je ne sais combien de milliers de milliards. Ok? Et si on prend les flux financiers des produits dérivés, vous avez c'est multiplié par des dizaines et des dizaines. Je crois que les chiffres, on n'arrive même pas à trouver des chiffres précis. En gros, vous avez le PIB mondial, c'est ça. Et les flux financiers sur les produits dérivés, c'est ça. Alors que, à chaque fois que vous avez un produit dérivé, vous avez quoi derrière? Qu'est-ce qu'on vous raconte dans les produits dérivés? Un sous-jacent. Mais ce sous-jacent, il est réel? Il n'est pas réel, il est fictif. Sinon, ce n'est pas possible d'avoir un PIB qui fait ça
et un volume de transactions en dérivé qui fait ça. C'est pas possible. Et c'est ça qui crée des bulles, d'accord? C'est ça qui crée des situations d'hyperinflation, etc., etc. Donc c'est un élément qui déstabilise l'économie. Ok, on va prendre un petit exemple peut-être, un petit exemple simple. Aujourd'hui dans le monde, il existe donc des banques islamiques, il existe des sociétés de gestion, des asset managers islamiques, il existe également des compagnies d'assurance islamiques. Donc toute l'industrie financière et d'assurance classique a son pendant dans la finance islamique. Mais du coup, si demain, moi, je me pointe à la banque et je suis un porteur de projet, par exemple, bah, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? On a dit que dans la finance, dans la finance conventionnelle, bah, ça sera un prêt à intérêt, et puis je fais mon truc, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, bah, pas de chance. Okay. Dans la finance islamique, comment ça va se passer? Bah, la banque va tout simplement prendre des parts dans mon projet. D'accord? Elle va devoir investir dans mon projet et assumer les pertes si je perds et gagner ensemble si je gagne. C'est une règle simple qui s'appelle le partage des pertes et des profits, ou si on veut être optimiste, le partage des profits et des pertes. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, je veux acheter une maison. Je vais à la banque ici, banque classique. On va me prêter de l'argent, pareil, avec des intérêts, c'est le même fonctionnement. On va me prêter de l'argent avec des intérêts. Je vais aller acheter ma maison. Et puis après, je vais rembourser avec un surplus. La banque ne prend aucun risque et elle prend une garantie sur le bien. Dans la finance islamique, il y a différentes manières de faire, mais on va prendre un exemple. Un exemple, c'est ce qu'on appelle le contrat de crédit vendeur, d'achat et de revente. Là, en l'occurrence, ce qui va se passer, donc ça va être une transaction commerciale. La banque, elle va faire quoi? Au lieu de prêter de l'argent au client et que lui, il aille faire son affaire et que la banque ne prenne aucun risque sur l'actif de la transaction, la banque ici, la banque islamique, va acheter le bien immobilier. Elle va devenir propriétaire du bien immobilier. Exemple, le 1er janvier, elle achète la maison. Et le 31 janvier, elle va revendre cette maison au client. Elle va la revendre à combien? Elle l'a achetée à 100 000 €. Elle va la revendre à combien? Au prix d'achat? 100 000, 100 000. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans l'histoire? Rien. Elle achète à 100 000, elle revend à 120 000. Elle a acheté le 1er janvier, elle revend le 31 janvier à 120 000. Et elle donne au client un délai de paiement, un échelonnement du paiement. Elle lui accorde une facilité de paiement. Vous me paierez en 60 fois, 120 fois, 180 fois, par mensualité. Et là, vous vous dites, mais purée, mais c'est la même chose. C'est quoi cette histoire-là? 100 000, 120 000. Mais l'autre qui a emprunté 100 000 avec des intérêts, il va payer 120 000 à la fin. Ça va lui coûter 120 000. Donc, quelle est la différence dans cette histoire? Bah, la différence, elle est là encore. Tout à l'heure, on a dit quoi? Dans la finance islamique, il ne peut pas y avoir de gain sans une prise de risque réelle sur un actif. Et là, c'est quoi en l'occurrence? La banque, le 1er janvier, elle a acheté cette maison. Et c'est le 31 janvier qu'elle va la revendre au client. Le 15 janvier, si la maison, elle brûle, qu'est-ce qui se passe? Qui est propriétaire de la maison à ce moment-là? C'est la banque. Donc si la maison brûle, qui perd? C'est la banque. Donc la banque, elle espère revendre le 31 janvier à 120 000 et gagner de l'argent, gagner 20 000. Mais en réalité, entre les deux, elle prend le risque de perdre, de tout perdre. D'accord? Et là, on est dans du commerce. Le commerce, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le commerce, j'achète ça à 1 € chez mon fournisseur. Demain, je vais au marché, je le vends à 1,50 €. D'accord? Sauf qu'entre-temps, si mon camion il brûle, si mon dépôt il est vandalisé, si je ne sais quoi, bah, j'ai tout perdu. J'espère gagner, mais je peux tout perdre aussi. Alors que dans un prêt classique avec des intérêts et une hypothèque derrière, bah, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune prise de risque. D'accord? Oui. Je suis pas vraiment d'accord sur ce point-là. Je pense que dans les crédits aussi, il y a une prise de risque également. Je travaille dans un service contentieux, donc j'en vois à longueur de journée. Ouais, c'est un risque de défaut. C'est un risque de défaut et pour moi, la banque est aussi. Enfin, votre point, c'est de pointer la prise de risque. Oui. C'est ça qui. La prise de risque sur un actif. La prise de risque sur un actif. Pas sur une créance. Bah, je pense que même le crédit, c'est une prise de risque également. Parce qu'il n'y a pas tout le temps des hypothèques. C'est le risque de défaut. Oui, mais là également, si le créancier ne paye pas les échéances, c'est un risque Oui. de défaut également. Tout à fait. Mais la créance, elle arrive à quel moment? Elle est générée par quoi? Elle est générée par un prêt qui ne repose sur rien, donc c'est de l'argent sur de l'argent, ou elle est générée par une vente qui aurait pu se faire avec un paiement au comptant, mais qui ici se fait avec un paiement différé. Mais la réalité de la transaction, c'est quoi?
c'est un achat d'un bien immobilier. Donc il y a un vrai actif. On ne génère pas de l'argent sur de l'argent. Mais la finalité, elle est la même, donc je ne vois pas pourquoi. La finalité, la finalité est la même. Bien sûr que la finalité est la même. Nous, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que celui qui espère gagner de l'argent, il faut qu'il accepte de pouvoir perdre de l'argent. Il ne peut pas gagner à tous les coups. C'est là qu'il y a un problème. Celle qui octroie un crédit, elle accepte de perdre de l'argent aussi, donc je ne vois pas en quoi c'est différent. Où elle accepte de perdre de l'argent? Le débiteur ne paye pas ses mensualités. Oui, mais il y a des hypothèques, il y a des garanties, il y a des assurances. Pas toujours. Et les assurances? Pas toujours. Même là je suis sûre, pour les financements de prêts immobiliers islamiques, il y a beaucoup de garanties également. J'en suis persuadée. Bien sûr, mais c'est pas le, c'est, Alors, là, c'est pareil. ce que je vous dis juste avant, l'important, c'est la prise de risque sur l'actif. Est-ce qu'il y a une prise de risque sur l'actif avant de générer la dette, avant de générer la créance? Parce qu'une créance, un différé de paiement, un remboursement échelonné, il y aura systématiquement un risque de défaut. Et le fait d'avoir un gage ou une hypothèque, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui a généré mon gain? Qu'est-ce qui a généré mon gain? C'est quoi? C'est juste le fait que je sois riche et donc je peux générer des gains sur ma richesse, de l'argent sur de l'argent? Ou est-ce que c'est une vraie transaction avec un vrai risque sur un actif? Avant même que le client n'apparaisse, avant même qu'il signe le contrat avec moi, j'ai déjà acheté un bien, j'ai pris le risque de la propriété de ce bien, donc le risque de sinistre, d'accord? Et ensuite, je l'ai revendu. Et c'est ça qui génère mon gain. Donc la prise de risque qui génère le gain. L'autre risque sur le différé de paiement, il n'y a aucun problème avec ça. Nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'est-ce qui génère le gain? Qu'est-ce qui produit la richesse? Qu'est-ce qui produit la valeur? D'accord? Autre exemple pour que vous compreniez mieux. Autre exemple. Le financement sous forme de, imaginons un projet, d'accord? Un projet immobilier. Un projet d'entrepreneuriat, un projet professionnel. Je viens voir la banque, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La banque va me financer comment? Bah, je vous prête de l'argent, vous allez me rembourser des intérêts. Là encore, c'est pareil, ok? Avec derrière des garanties, etc. Là, qu'est-ce qui va se passer dans une banque islamique? La banque islamique va dire, ok, vous avez besoin de 100 000 euros, bah, j'investis avec vous, 100 000 euros, moi je mets le capital, vous mettez le travail, vous allez travailler, et à la fin, on donne une clé de répartition des bénéfices. Si vous gagnez, moi j'aurai 30% du bénéfice, vous aurez 70% par exemple, c'est juste un exemple. Mais si on perd, moi mon capital il est parti. Et je ne vais pas venir vous demander mon capital. Donc là, il n'y a même pas d'histoire de garantie, pas garantie. Je ne vais pas venir vous demander mon capital. Parce que là, il n'y a même pas de créance. J'ai investi avec vous, on gagne ensemble, on répartit les bénéfices. On perd, j'ai perdu mon argent, vous avez perdu votre temps et votre énergie, mais je ne vais pas venir vous chercher plus que ça. Là, en fait, la banque, elle devient actionnaire Prise de participation. de l'entreprise. Oui. Pour moi, il y a déjà d'autres types de solutions autres que le financement islamique pour devenir actionnaire. Oui, mais est-ce qu'un financement de projet, je peux aller voir une banque islamique et dire vous me prêtez? Moi, ce que je vous dis, c'est pas que je vous dis pas que toutes les solutions. C'est comme si vous pouvez rendre n'importe qui d'autre actionnaire. C'est clair qu'ils ne vont pas Ouais. aller chercher l'argent parce que le principe même de la création de société et de la division des actions, c'est justement de participer aux pertes et gains. Moi je parle unique. J'arrive pas à voir la différence entre un financement de crédit et ça. Là, vous dites juste que la banque, au lieu de donner de l'argent, elle va être actionnaire. Oui, d'accord, mais n'importe qui peut devenir actionnaire. Oui, mais sauf que la banque islamique, elle ne peut pas prêter avec des intérêts. J'ai pas dit que toutes les solutions, toutes les modalités de financement qui peuvent exister dans la finance classique ne peuvent pas être considérées comme étant conformes aux règles de la finance islamique. C'est pas ce que j'ai dit. On est d'accord, j'ai pas dit ça. J'essaie juste de voir. Mais si je vais voir une banque islamique, je lui dis je veux financer un projet professionnel, vous me prêtez et je vous rends des intérêts, pas possible. Parce que c'est une modalité de financement qui n'implique aucune prise de risque. Ce principe-là, j'ai bien compris. Après, on peut. Pour revenir au financement du prêt immobilier, Oui. pour moi, l'intérêt, il est là, il est juste masqué, en fait, si je puis dire. Parce qu'au final, la transaction, elle est faite sur un an ou quel que soit, ça reste une plus-value. Et au final, le client, il paye. Pour moi, c'est juste masqué. Alors, ce qu'il faut. Le principe du financement islamique, je le connais très bien. Je connais. C'est ne pas prendre d'intérêt du tout. Donc, pour que Ne pas prendre ce d'intérêt. financement soit valable,
Et dans ce cas, on gagne quoi? Bah non, il n'y a pas Et on gagne quoi? C'est le but. D'accord. Le financement islamique prohibe l'intérêt. Alors, il faut bien être clair sur une chose. Est-ce que vous avez étudié un peu la finance islamique? Vous avez lu un peu? Oui. Enfin, la finance islamique, non. Parce que je veux juste être sûr que tout le monde tout le monde suit, parce que là, on risque d'échanger pas mal. Et est-ce que tout le monde suit ou est-ce qu'on passe sur la partie qu'est-ce qui existe dans le monde, les opportunités professionnelles, etc. Et après, on peut revenir sur ça pour ceux qui veulent. Et ceux qui ne veulent pas, bah, on pourra les libérer. Ça vous va, ce deal? Ok. Sauf si tout le monde est intéressé par ce débat qui est un peu technique, on peut continuer. Hein? On continue ou on passe à la suite? On continue le débat? On passe à la suite et après on revient pour ceux qui veulent. Ok? Très bien. Ce qui existe dans la finance islamique maintenant dans le monde, d'accord? Un peu partout dans le monde. Donc vous avez des centres, on va dire un peu les... C'est? Non. 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 Il n'y a pas d'assurance. D'aucun type, sauf si on en trouvait une qui soit conforme à l'éthique musulmane, mais aujourd'hui, il n'en existe pas. Donc, l'industrie de la finance islamique dans le monde. Il y a quelques grands chiffres. Donc, aujourd'hui, on estime à peu près à 2000 milliards les actifs cumulés de tous les bilans des acteurs de la finance islamique. Banque islamique, asset manager, compagnie d'assurance islamique, etc. 2000 milliards, ça veut tout dire et rien dire en même temps, puisqu'il faut un élément de comparaison. Donc, on considère que c'est à peu près 1% de l'industrie financière mondiale. D'accord? Donc, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais avec un fort taux de croissance, puisque, on va dire, depuis à peu près les années 70, donc on observe des taux de croissance qui sont de l'ordre de 15-20% dans l'industrie de la finance islamique. Autre question que les gens se posent, c'est mais est-ce que dans tous les pays musulmans, il n'y a que de la finance islamique? Est-ce qu'il n'y a que des banques islamiques dans les pays musulmans? Non, ce n'est pas le cas. La finance islamique est même minoritaire dans la plupart des pays musulmans du monde. Il n'y a que seulement depuis quelques années que, par exemple, en Arabie Saoudite, donc les banques islamiques en total de bilan ont dépassé, entre guillemets, les banques conventionnelles. Mais voilà, il ne faut pas se dire pays musulman égale finance islamique, pays non musulman égale finance conventionnelle. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a également de la finance islamique dans des pays non musulmans. D'accord? Maintenant, les grands centres de finance islamique dans le monde, vous avez donc premièrement le Moyen-Orient. D'accord? Donc vous avez des banques islamiques un peu partout au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, etc. Vous avez également en Asie du Sud-Est, d'accord? Donc la Malaisie typiquement est très avancée sur ce sujet. Et puis après, vous avez depuis peu en Afrique, d'accord? C'est plus récent et vous en avez de plus en plus en Afrique. Donc aujourd'hui, vous avez typiquement des banques islamiques, si on repasse par le haut, donc en Égypte, il y en avait, en Libye, aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui est advenu, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, si on redescend, au Sénégal, Niger, etc. La plupart des pays musulmans en Afrique aujourd'hui ont développé une offre de finance islamique, des banques se sont installées, mais ce n'est pas du tout majoritaire dans le système financier global du pays. Ensuite, autre chose, donc, autre information, donc, la finance islamique existe aussi donc, dans des pays non musulmans. On en a parlé, donc il y en a en Angleterre, c'est pas mal développé depuis maintenant début des années 2000 en Angleterre. En France, depuis à peu près 6-7 ans. Vous en avez également au Luxembourg. Pas encore en Belgique, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Après, vous avez plus ou moins une offre de finance islamique plus ou moins développée en fonction des pays. D'accord, une gamme de produits et d'acteurs plus ou moins étoffée en fonction des pays. Mais voilà, il y a les premières initiatives qu'on voit en Europe. Vous en avez également aux États-Unis, par exemple. En Suisse, forcément, dans la gestion, la banque privée, etc. Donc, un petit mot sur les métiers de la finance islamique. Alors, pour se dire une chose, puisque la plupart des banques, ça je ne l'ai pas dit, mais je l'ai oublié juste avant,
la plupart des grandes banques internationales, françaises, anglaises, allemandes, tout ce que vous voulez, ont des départements de finance islamique et parfois même des filiales de finance islamique, d'accord? Donc toutes les grandes banques mondiales, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc., ils font tous de la finance islamique, d'accord? Pas en France, à l'étranger, mais ils en font. Et vous avez donc des banques 100% islamiques. Quels sont les métiers qu'on va retrouver dans ces banques-là? Alors, si vous prenez les banques islamiques, forcément, vous allez retrouver tous les métiers, les mêmes métiers que vous avez dans une banque classique. D'accord? Exactement les mêmes métiers. Si vous allez dans les départements de finance islamique des banques classiques, forcément, étant donné qu'elles ont déjà tous les métiers en interne, d'accord, sur les fonctions, typiquement sur les fonctions support, eh bien, souvent ces cellules-là, ces départements de finance islamique, ils vont être centrés autour des métiers de l'ingénierie financière. D'accord? La structuration. Donc vous avez le front office, la salle de marché, et vous avez une cellule qui va s'occuper de structurer des solutions de finance islamique pour des investisseurs ou pour des grands groupes qui veulent se financer, ou même parfois pour des États. D'accord? Et donc ici, vous allez rarement avoir dans ces départements-là un trader qui est spécialisé sur la finance islamique. À la Société Générale, vous n'avez pas ça. Je sais pas moi, un quant, celui qui s'occupe du pricing. Là, j'utilise des termes, ça ne vous parle pas du tout, ça vous parle un peu. Il y en a qui sont en banque, qui sont... Ok, hein, c'est bon. Donc, un quant qui fait le pricing ou qui développe des algorithmes dédiés à la finance islamique, non. Je ne sais pas, le service juridique, le middle office, le back office, etc., non. Vous allez avoir juste une cellule qui s'occupe de la structuration, c'est-à-dire qu'eux, ils vont imaginer des solutions. Le sales va venir les voir et leur dire, voilà, moi j'ai un client qui me demande ça. Le sales non plus, il n'est pas spécialisé, il a juste quelques bribes d'informations. Il va voir son client lui dit, moi je veux ça. Lui, il revient voir la structuration, il dit, écoutez les gars, mon client, voilà ce qu'il me dit. Il veut un produit qui est comme ça, comme ci et comme ça. Est-ce que vous savez me faire ça ou pas? Et donc l'équipe de structuration, dédiée pour le coup à la finance islamique, va imaginer une solution en prenant en compte toutes les problématiques qu'il faut pour créer une solution d'investissement ou de financement. À savoir les problématiques financières, il faut que le produit soit viable, il soit intéressant, l'existence des sous-jacents et leur liquidité, la fiscalité, le côté légal, juridique, il faut que ça tienne légalement, et on rajoute au-dessus de ça une couche qui est que ce produit-là, il doit être conforme aux règles de la finance islamique. Et pour ça, vous avez systématiquement des comités de savants musulmans qui sont spécialisés dans le domaine, qui vont auditer, d'accord, ces solutions-là et mettre un tampon, un peu comme un label, d'accord, qui vont dire ok, ça c'est bon. Ou bien ils vont dire non, c'est pas bon, il faut corriger ça et ça et ça. Et à ce moment-là, ils vont dire c'est bon. Et à ce moment-là, la solution peut être proposée sur le marché. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent faire carrière dans le domaine, il faut se dire une chose simple. Soit vous voulez travailler dans les endroits du monde où il y a des banques 100% islamiques et auquel cas vous pouvez vous ouvrir toute la palette des métiers possibles, du back-office au front-office en passant par l'informatique et voilà, tous les métiers de la banque. Soit vous êtes plutôt orienté, je ne sais pas, que ce soit Londres, Luxembourg, etc., dans des banques internationales et auquel cas vous serez quasi obligé de vous retrouver dans ce domaine-là de la structuration. D'accord ? Et qui dit structuration dit en général pas mal d'expérience et une compréhension une grande polyvalence. D'accord ? Parce qu'avant de présenter une solution, il faut pouvoir comprendre à la fois la partie, comme je disais tout à l'heure, pricing, disponibilité du sous-jacent et liquidité, la fiscalité, le côté islamique également. Donc il faut avoir une compréhension quasiment à 360 degrés pour pouvoir mettre sur pied une solution et ensuite ajuster avec les spécialistes de chaque domaine. Et donc le structureur à la Société Générale, d'accord ? Je parle beaucoup de la Société Générale parce que j'ai débuté ma carrière là-bas. Son métier, ça va être de fabriquer une solution. Et ensuite, il va aller voir le juriste. Le juriste qui ne connaît pas la finance islamique. Il va lui dire, voilà, j'ai fait ça, ça a l'air bon ou pas? Ok, après, il va voir le fiscaliste, c'est bon ou pas? Oui. Il va voir le trader, c'est bon ou pas? Tu peux me trouver ces actifs? Oui. Il va voir le compte, tu peux me calculer le prix, ça a l'air de tenir la route, mais tu peux me confirmer? Oui, etc. D'accord? Donc voilà, grosso modo, pour ce qui est des métiers et comment arriver à ces métiers-là. En général, c'est quoi? C'est une formation de finance, formation en finance.
Et puis ensuite une spécialisation en finance islamique. Et pour ça, vous avez, même en France aujourd'hui, vous avez des diplômes. Vous en avez à Dauphine, vous avez un MBA à Dauphine, également à Strasbourg, spécialisés en finance islamique. Et puis vous en avez bien sûr pléthore à l'étranger. Donc en général, ces départements-là, ces banques-là, ils vont rechercher des gens qui ont une bonne formation en finance, une spécialisation en finance islamique, si possible quelques expériences dans des grandes banques, même pas forcément en finance islamique, hein, mais sur des fonctions vraiment métiers qui ont déjà touché au métier. Donc pour ceux qui veulent s'orienter dans ce domaine-là, voilà à peu près comment y aller.